Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Cécile de Ménibus. Bienvenue les amis, on est ravis de vous retrouver. Je suis malheureusement sans Philippe David qui est pas là, qui m'a totalement abandonné. Il m'a abandonné, il m'a laissé seul aux commandes de cette émission. Il est dans une cuisine en train de goûter des plats. Je crois qu'il se fait épiler. Mais vous n'avez pas l'air trop triste, Cécine. Si, je suis triste parce que j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Je suis un petit peu bancal. J'arrive pas à me mettre au milieu. Vous avez vu ? Quelqu'un sur tapé. Et sur qui tapé. Je l'ai eu, on a eu sa peau, ça y est. On l'embrasse. Il sera là demain. Attention Françoise, il sera là demain. On sera ravis de le retrouver. En tout cas, on vous remercie d'être avec nous tous les jours, c'est jeudi. Et vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Allez, au sommaire de cette émission, on va revenir sur les réseaux sociaux, sur ces messageries électroniques. Sont-elles les complices des émeutiers ? Le président de la République a ciblé les réseaux sociaux dans sa lutte contre les émeutes en France. L'exécutif incite les responsables et les plateformes à agir pour limiter une inflation de la violence et une manipulation de l'émotion. Pour échapper à la surveillance, les émeutiers disposent aujourd'hui de plusieurs outils technologiques comme TikTok ou Snapchat, ou encore les messageries chiffrées comme WhatsApp et Telegram qui leur permettent de structurer et de coordonner rapidement une nouveauté depuis les émeutes de 2005. Les réseaux sociaux et les messageries chiffrées sont-elles co-responsables de cet engrenage de violence ? Est-ce que la France peut contraindre les plateformes ? Est-ce que nous sommes en capacité de réguler ou de restreindre leur rôle ? Est-ce que seul un règlement européen peut agir ? 0826 300 300. Et puis, faut-il revenir sur la loi Cazeneuve 2017 ? C'est notre coup de projecteur des vraies voix. La semaine dernière, les Insoumis ont annoncé le dépôt d'une proposition de loi pour abroger l'article 435-1 de la loi Cazeneuve sur l'usage des armes en cas de refus d'obtempérer. En réponse, le ministère de la Justice assure ne pas être opposé à cette révision de la loi, mais selon lui, le temps n'est pas venu. La priorité est le rétablissement de l'ordre public. Quant à Gérald Darmanin, lui, il dénonce la récupération politique et la volonté de certains parlementaires de légiférer sous l'émotion. Hier, le président de la commission des lois, Sacha Houlié, s'est dit favorable, lui, à une mission d'évaluation sur ce refus d'obtempérer qui pourrait démarrer en septembre ou en octobre. Alors, faut-il modifier cet article de la loi Cazeneuve ou carrément l'abroger ? 0826 300 300. On vous attend au standard. On est ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et avec Philippe Bilger aujourd'hui, mon Philippe, bonjour. Bonjour, Cécile. Président de l'Institut de la Parole. J'adore, quel joli ton. Oui, ça change un petit peu. Dis donc, on sent que c'est bientôt la fin. Ça sent l'écurie, là. Oui. À qui le dites-vous Françoise Degois, éditorialiste. Coucou ma chérie, ça va ? Bien sûr, on est ravis de vous retrouver. Et puis Sébastien Bénard, qu'on avait perdu la semaine dernière, on l'a retrouvé. Président de l'élan Béarnais, Paula Cortez, et entrepreneur dans la food tech. Ça va, Sébastien Bénard ? Écoutez, j'ai eu un petit accident, un petit accrochage. J'étais perdu sur une aire d'autoroute et on m'a retrouvé. J'ai mis 8 jours à retrouver mon chemin. T'es sûr que t'as pas été abandonné comme les chiens ? Ta famille t'a pas. Parce que ça peut. Je soupçonne Françoise Degois d'avoir dégonflé l'un de mes pneus. Je vous le dis. Elle est capable de faire ça. Non, pas du tout. Et puis notre auditeur du jour, c'est Frédéric qui nous appelle d'Arcachon dans la Gironde. Bonsoir Frédéric. Arcachon. Bonsoir. Oh, quelle merveille. Bonsoir à tous. Vous envoie un petit peu de soleil. On en a plein nous aussi. Arcachon. Rien que le mot Arcachon. C'est beau. Voilà, c'est beau. C'est beau. Vous faites quoi dans la vie, Frédéric ? Maintenant, je suis un budgétivore, je suis retraité. Voilà. Ah, d'accord. Et avant, vous faisiez quoi ? Avant, j'étais cadre SNCF dans le domaine de la circulation des trains. Vous savez, tout ce qui est poste d'aiguillage. C'est très spécifique. Vous savez, c'est la... Voilà. Faut qu'on vous parle, Frédéric. On a 2-3 mots à vous dire sur le sujet. C'est quand à vous que les trains se percutent pas, donc respect, absolument, respect. Bien orienté. La boulette. Je me suis trompé de bouton. Ou la boulette. Oui, c'est ça. En tout cas, vous restez avec nous. Vous allez jouer contre l'une de nos vraies voix et bien sûr partager les débats avec nous. Et tout de suite, l'actu du jour. Hey Jude, don't make it bad. C'est beau. C'était en 1957, le 6 juillet, première rencontre entre John Lennon et Paul McCartney. Et voilà, et finalement, 11 ans plus tard, naissait cette magnifique chanson. C'est votre chanson préférée des Beatles ? Non, ma chère Cécile, et d'ailleurs quand elle est faite, cette chanson,
ils sont déjà quasiment brouillés. Il faut bien voir ça. Ouais. Mais je les adore, ils sont incomparables. Mais je n'ai jamais été non plus contre les Rolling. On est capable d'avoir 2 groupes de rock dans le cœur. Ils sont formidables. J'aimerais être comme Mick Jagger au vrai voix. Comme il est sur scène. Il a 80 piges. Incroyable. Hors norme. Mais vous pouvez. Il fait regretter finalement qu'on ne s'abandonne pas à la drogue. Regardez le. Il plaisante quand il dit ça. Mais regarde l'état même de Keith Richards, c'est hallucinant. Avec tout ce qui s'est mis dans le citron. Écoute, qui continue à. Non, les deux sont merveilleux. Les Beatles, les Rolling Stones, je mettrais Bowie avec. C'est pas votre génération, Sébastien? Non, mais je me rends compte que Philippe Bilger est peut-être finalement le Beatles de la radio française. Vous voyez? Absolument. Ce serait génial. Ça serait pas mal. J'aimerais être McCartney. Alors, quel génie. Mais vous en allez pas. On a le droit de rêver. Mais entre McCartney et Lennon, et entre McCartney et Goldman, qu'est-ce que vous aimez? J'aime énormément les deux. Je ne ferai pas de choix. Et bien tout de suite, le réquisitoire du Beatles de la justice. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et monsieur le procureur, vous voulez requérir contre ceux qui abusent en politique des constats, des réflexions, des colloques, des inventaires pour échapper à la tentation de l'action. Oui, ça peut apparaître incongru, voire paradoxal, ce point de vue du procureur, mais j'ai été frappé notamment par Emmanuel Macron il y a quelque temps, qui avait dit « On va enfin faire un examen minutieux de la situation, établir un constat précis », alors que apparemment on peut penser qu'il est fait surabondamment. Mais je ne discuterai pas le point de vue du chef de l'État. Je suis frappé de voir à quel point les politiques sont très friands par le verbe, d'analyse, de colloque, de réflexion, de perspective. Et je me demande si au fond, ça n'est pas un immense bonheur pour eux de proposer du virtuel intéressant, intelligent, on va dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça s'est déroulé, qu'est-ce qui pourrait se produire demain, et alors que résister à la tentation de l'action, c'est s'abandonner évidemment au jugement, au risque, au défi. L'action, c'est très difficile, et par moments, j'ai vraiment l'impression, je sais que mon point de vue va à des limites, c'est une forme presque de provocation. Je crois que l'action fait peur. C'est-à-dire qu'on se dit, on sort du virtuel, tout à coup on va devoir affronter une réalité et on va devoir démontrer vraiment ce qu'on vaut et on sera jugé. Oui. Et on se rétracte peut-être. Oui, je pense que c'est aussi une forme d'impuissance. Moi, j'en ai marre qu'on mette tout dans cette sorte d'agora, comme si c'était la panacée. L'agora, c'est très important. C'est très important de dialoguer ensemble. C'est très important de consulter. Mais ces grands-messes, alors qu'Emmanuel Macron, on le sait, ne consulte personne et décide tout seul dans son bureau. Vous savez, vous ne pouvez pas masquer avec des grandes-messes très médiatiques. Il consulte et il ne retient rien. Oui, il consulte. En plus, il ne retient rien. Et puis, quand il fallait faire des choses, il ne les a pas faites. Moi, je veux bien qu'on nous explique qu'on va faire un constat. Regardez comment il a traité Jean-Louis Borloo. Le plan Borloo, c'était quand même un plan qui était validé par l'ensemble de la classe politique. Je mets le Rassemblement national à part. Les maires de droite, les maires de gauche, les écologistes. Ce plan avait été élaboré avec toutes les sensibilités, toutes les connaissances des maires. Qu'est-ce qu'il a dit? D'abord, il a humilié Borloo en direct à l'Élysée, en disant c'est pas nous, deux mâles blancs. Vous savez, vous comprenez, ça ne sert à rien, ça ne m'intéresse pas même ce qu'il a à dire. J'attends un Emmanuel Macron dans la vérité. Peut-être ça arrivera avant la fin de ce second quinquennat. Sébastien Minard. Waouh. Alors, allez, on va ramer un peu, mais le président a reconnu en début de semaine, quand il a reçu, je crois, un peu plus de 200 maires de banlieues durement touchés par les émeutes, qu'il avait probablement déconné. Au moment de la remise du rapport Borloo, et que la sortie qui était la sienne était proprement inadaptée. C'est bien de le faire 5 ans après. Oui, c'est 5 ans après. C'est bien de le faire. C'est évidemment, je suis d'accord avec toi Françoise, voilà, il y a un temps pour parler, il y a un temps pour écouter, il y a un temps pour consulter.
Encore faut-il que les consultations soient quelque part prometteuses, utiles et entendues, et puis suivies des faits. Voilà. Et les faits, c'est l'action. Et effectivement, c'est toujours dur. C'est toujours dur d'être dans l'action. C'est dur de faire. C'est plus facile de commenter, de palabrer que de faire. Et voilà. Et je pense qu'effectivement, là où on sera tous d'accord autour de cette table, il y a des sujets sur lesquels, qu'on soit de gauche, qu'on soit de droite, qu'on soit du centre, etc. Aujourd'hui, il faut faire. Aujourd'hui, on attend de nous que de faire. Voilà, il faut que la vie des gens change. Philippe Bilger, est-ce qu'il va faire ? Est-ce que en 3 ans, est-ce que c'est le moment de se dire, il faut enclencher la machine tout de suite ? Est-ce que les oppositions vont l'aider ? Est-ce que finalement c'est pas vain jusqu'à la fin du quinquennat ? Il y aura des difficultés, mais le point de vue que j'ai développé tout à l'heure, objectivement, il ne me semble pas que Emmanuel Macron était le président de la République le pire dans cette répugnance à l'égard de l'action. Et probablement ce qui lui a fait perdre parfois de la cohérence et une forme de légitimité, c'est cette envie frénétique de montrer parfois qu'il veut laisser sa trace avec cette manière de sauter à saute-mouton par-dessus ce qu'impose une vraie démocratie. Mais vous avez raison, c'est très dur d'agir pour lui, mais je ne crois pas qu'il le déteste, lui, au point de certains autres. Françoise Degaulle. C'est un sur-Sarkozy, c'est-à-dire que vous avez aimé Sarkozy, c'est un Sarkozy XXL, il procède exactement de la même manière, avec la stratégie qu'on connaît, une carte postale par jour. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire et c'est d'autant plus dommage qu'Emmanuel Macron, quand il est arrivé, il avait une vraie carte à jouer avec les banlieues. C'était quelqu'un qui était très apprécié des banlieues, notamment des jeunes des banlieues. Et qui allait non seulement, oui, il allait au contact, mais en plus, les jeunes des banlieues se disaient, tiens, voilà un président jeune qui va nous comprendre, etc. Et comme bien souvent, regardez, la communauté noire américaine a tellement été déçue par Barack Obama à Washington, à la Maison Blanche, il se passe exactement la même chose avec Emmanuel Macron. Il y a une vraie déception parce qu'il y avait une attente. Les gens se disaient, bon, voilà ce jeune président, il va peut-être changer, il n'est pas comme les vieux briscards, etc. La réalité, c'est que il est comme les vieux briscards et que, voilà, le Emmanuel Macron de la semaine dernière qui est plein d'empathie et moi que j'avais salué sur Naël sans complaisance, le Emmanuel Macron d'aujourd'hui, il va même dans les clous, encore plus à droite que Marine Le Pen. Mais est-ce qu'on peut en tant que président de la République, est-ce qu'on peut se déjuger et finalement reprendre ce plan Borloo et de le remettre sur la table ? Je pense que, comme l'adage populaire dit, il n'y a que les abrutis qui ne changent pas d'avis. Les imbéciles, on dit. Oui, je l'adapte. J'ai la faiblesse de croire que le président de la République, Emmanuel Macron, est tout sauf un imbécile et tout sauf un abruti. Je pense qu'il est parfaitement capable de se raviser. Parce qu'on peut effectivement faire des choix ou dire des choses et puis sans vouloir de pas avoir fait les bons choix et sans vouloir d'avoir dit des conneries et je pense en l'occurrence sur ce qui s'est passé en 2018 vis-à-vis d'un tiers de confiance œcuménique, c'est-à-dire reconnu, comme le dit Françoise, comme crédible, comme faiseur, comme apprécié, comme légitime dans les banlieues, à savoir Sieur Jean-Louis Borloo. Effectivement, aujourd'hui de dire... alors j'ai entendu effectivement quelques ministres ou sous-ministres dire oui, mais on en a fait 80%. Je pense que Borloo, c'est une vision. Borloo, c'est une stratégie. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui emmerdait les uns et les autres et les mauvais génies qui à l'époque conseillaient le président de la République. C'est une signature. Voilà. Et c'est une signature politique très puissante, Jean-Louis Borloo, sur la politique de la ville. Qui peut porter ça ? C'est une signature, Borloo, mais il faut à côté de lui des gens qui agissent. Parce que Borloo, il lance des idées et il faut que les autres soient là pour les mettre en œuvre. Mais la réalité, c'est que le plan de Borloo, le plan de Jean-Louis Borloo était très très bon. Pourquoi ? Parce que lui, alors pour le coup, là, moi je rejoins ce que vous dites. Je pense qu'il est d'autant plus valable. Il était très bon sur la philosophie. Il n'était absolument pas dans le misérabilisme, dans la victimisation. Il était dans quelque chose de la concrétude, ai-je envie de dire. Et là où il était formidable, ce plan, c'est que moi je suis pour les concertations dont on tire effectivement quelque chose de très concret. Et vraiment, Borloo avait beaucoup bossé, en tout cas lui et ses assistants. Lui, c'est un créatif, Borloo. On sait très bien que c'est pas le genre à travailler jusqu'à minuit dans ses bureaux pour fignoler un plan. Mais on sent bien qu'il avait réussi à entraîner un mouvement d'élus de tous bords pour parvenir à ce plan. Ressortons-le. Est-ce qu'il acceptera ? J'en sais rien, mais ressortons-le. Pourquoi pas ? En attendant, direction le Tour de France.
Les fromages et produits frais lait de brebis 64 présente. Sud Radio fait son tour de France. Et c'est une étape 100% Hautes-Pyrénées ce jeudi 6 juillet en direct avec Vincent Barthaud. Bonsoir Vincent. Bonsoir à vous. Quelle est belle, quelle est très cette dernière étape des Pyrénées, Tarbes, Cauterets, Cambasque, où la bagarre a vraiment existé depuis le col du Tourmalet avec exactement Jonas Vingegaard qui a essayé de mettre en difficulté Pogačar. Il a essayé justement Vingegaard de faire comme hier. Mais quel courageux Pogačar, quel caractère, surtout aujourd'hui. Il vient de lâcher à l'instant tout à l'heure alors que les coureurs arrivent au dernier kilomètre. Pogačar vient tout simplement de lâcher Vingegaard et il se dirige vers une victoire d'étape magnifique ici à Cauterets. Alors, Pogačar n'est simplement qu'à 50 secondes du classement général. Il s'est rapproché un petit peu de Vingegaard, mais le Tour de France est relancé aujourd'hui. On aurait cru vraiment Pogačar et reperdre du temps puisqu'hier il n'était pas vraiment en forme, mais aujourd'hui il s'est refait. Il est maintenant à 500 mètres de l'arrivée. Il mène toujours avec pratiquement une quinzaine de secondes d'avance sur Vingegaard, mais quel caractère qu'il nous a montré aujourd'hui, alors que l'équipe Jumbo a été aussi avec un fabuleux Wout van Aert qui a fait beaucoup de travail pour son leader Vingegaard, mais cela n'aura pas servi à grand chose aujourd'hui puisque Pogačar en a décidé autrement. Il a montré qu'il avait du caractère, il a montré qu'il était présent, qu'il ne pas craquer absolument dans les Pyrénées. Le voilà maintenant à quelques 200 de la ligne d'arrivée. Il y a toujours pratiquement entre lui et Vingegaard une vingtaine de secondes, 23 secondes exactement. Le Tour de France est relancé. On va se diriger demain vers Bordeaux. Le prochain grand rendez-vous aura lieu au Puy-de-Dôme dimanche. Ça nous annonce vraiment une deuxième semaine de Tour fabuleux. Regardez, Pogačar qui sprint dans les derniers mètres, il donne tout. Il sait qu'il a plus de 24 secondes dans ce milieu aussi. Une dizaine de secondes bonification qui fait qu'il se rapprocherait de Vingegaard à pratiquement que 15 secondes. Alors voilà, Pogačar qui remporte cette étape, Vingegaard qui va terminer deuxième et Vingegaard qui va prendre ce soir ici à Cauterets-Cambasque le maillot jaune puisque Jay Hindley a légèrement craqué dans le Tourmalet. Voilà, Vingegaard qui essaie de terminer au mieux. Il essaie de tout mettre au sprint. Il sait que maintenant, il a pratiquement plus de 25 secondes d'avance. Voilà, il franchit la ligne. Le Tour est relancé avec cette victoire aujourd'hui de Pogačar. Merci beaucoup Vincent Barthaud. Restez avec nous, on revient dans quelques instants. Sud Radio fait son tour de France. Avec les fromages et produits frais, lait de brebis 64. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Cécile de Ménibus. Merci d'être avec nous avec Philippe Bilger aujourd'hui dans Les Vraies Voix, Françoise Degois et Sébastien Ménard. Ça va les amis? Je suis tellement contente de la victoire de Pogačar qui me fait vraiment penser à Bernard Hinault et tout le monde l'enterrait hier soir, je vous rappelle. C'est marrant, c'est ce sentiment qu'on a que l'échec finalement dans l'esprit des Français, on aime les gens qui échouent et qui ensuite gagnent. Voilà, on aime ça. C'est la base de toutes les oui, mais on est très. Mais les êtres humains adorent. Mais non, mais beaucoup les enterrent en disant ce que vous disiez. Ah oui, non, mais c'est fini, c'est fini. Oui, et finalement, voilà. Alors ils n'étaient pas doués. Ceux qui l'avaient enterré, même quand on s'intéresse pas facilement au cyclisme. Bon, un type comme ça. C'est uniquement parce que le président de la République est sur l'étape. Oh, ça va. Non, allez, c'est pas. Allez, dans un instant, on va revenir. Est-ce qu'il faut enterrer les réseaux sociaux? Sont-ils complices des émeutiers? On en parle dans quelques instants. En attendant, les 3 mots dans l'actu de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. Et vos 3 mots dans l'actu sont Marianne, Concorde et Biélorussie. Le réquisitoire du Sénat sur le fond Marianne et sur Marlène Schiappa. Opacité, désinvolture, la commission d'enquête dénonce un coup politique qui a conduit au fiasco. L'ordre, le calme et la concorde, formule magique d'Emmanuel Macron à Pau. Elisabeth Borne évoque un retour à la normale. Le policier qui a tiré sur Naël, en tout cas, reste en prison. Et puis cette question, mais où se trouve donc Prigojine, le patron du groupe Wagner? Il était censé s'exiler en Biélorussie. Or, selon le président biélorusse, il se promènerait en Russie. Les vraies voix Sud Radio.
2,5 millions pour un grand coup de communication, ça fait un peu cher. La commission d'enquête sénatoriale n'est pas tendre dans ses conclusions sur le fonds Marianne. Son rapporteur, le sénateur LR Jean-François Husson, les présentait tout à l'heure. À cet instant, je n'irai pas par 4 chemins. En lisant le rapport, vous constaterez qu'à toutes les étapes de ce projet, le manque de rigueur, l'opacité et, je le dis, la désinvolture ont conduit au fiasco. Ce constat que je fais devant vous ne doit pas et ne nous conduit pas à jeter l'opprobre sur la politique publique de lutte contre le séparatisme et la promotion des valeurs républicaines sur les réseaux sociaux. Il s'agit, je le crois, d'un combat essentiel et tout à fait légitime. Le fonds Marianne lancé en 2021 pour défendre les valeurs de la République après l'assassinat du professeur Paty. Mais Jean-François Husson décrit une coquille vide organisée à la va-vite. La promesse du fonds Marianne n'a pas été tenue. Ça relève pleinement de la responsabilité politique de la ministre. Selon le rapporteur de la commission, il évoque les pertes de mémoire de Marlène Schiappa lors des auditions qualifiées, je cite, d'affligeantes et de consternantes. La commission sénatoriale précise que certaines associations ont fourni un vrai travail, certes, mais ça n'est pas le cas selon les sénateurs des 2 principales bénéficiaires de ce fonds Marianne. Et puis on continue avec vous le deuxième mot, Félix Mathieu. Concorde, Emmanuel Macron était à Pau cet après-midi. L'occasion de rendre visite à son allié François Bayrou ainsi qu'aux élus, aux habitants du Béarn. L'occasion aussi de tourner la page des émeutes avec une devise en forme de triptyque. Nous avons tous vécu un moment important dans la vie de la nation, donc on va continuer de travailler. D'abord, la première réponse, c'est l'ordre, le calme, c'est la concorde. Et ensuite, c'est de travailler sur les causes profondes de ce qui est advenu. Ordre, calme et concorde. Emmanuel Macron ici au micro de nos confrères de BFM TV. Pendant ce temps, sa première ministre visitait dans le Calvados un quartier de Lisieux touché par les violences urbaines. Retour à la normale, mais prudence tout de même pour Elisabeth Borne. Les autorités restent sur le qui-vive, notamment pour le 14 juillet. En tout cas, du côté de la procédure judiciaire sur la mort de Naël à Nanterre, la cour d'appel de Versailles vient de décider de maintenir en prison le policier qui a tiré. Et l'ordre est à la concorde, Philippe Bilger. Oui, j'ai entendu qu'il a dit « j'ai rétabli l'ordre républicain ». Certes, bien sûr, on constate avec bonheur que c'est apparemment terminé, mais ça a été dur tout de même. Ça a été très dur et on ne peut que remercier la police et le travail qu'elle a fait. Très vite, Françoise. Oui, il va se féliciter des choses. Je ne vois pas ce qu'il va dire le 14 juillet. Moi, je veux bien qu'on décrète qu'on est sorti de tous les drames et que le 14 juillet, la France est apaisée. Regardez par où on est passé avant d'arriver à l'apaisement. Il n'y a aucun apaisement. Voilà. Tout ça est lissé, placé sous le tapis. 14 juillet, attention, soyons vigilants. On verra. Sébastien Ménard, peut-être un petit mot avant de... Moi, j'ai envie de retenir le mot concorde, en fait. Ok. Voilà. Troisième mot, Biélorussie, c'est le pays où était censé se trouver le sulfureux patron du groupe Wagner. Censé, oui, après sa tentative avortée de se retourner contre l'armée russe, en exil en Biélorussie, nous disait-on, sauf qu'il se trouverait sur le sol russe et en toute liberté. En tout cas, c'est une personne bien renseignée, alliée de Poutine, qui l'affirme, le président biélorusse Alexandre Loukachenko. Je sais de façon certaine que Prigojine est en liberté en ce moment même. C'est un homme libre. Je lui ai parlé au téléphone il y a pas longtemps, hier je crois, après le déjeuner. Nous avons discuté des prochaines étapes concernant les activités de Wagner. Il est peut-être à Moscou, à Saint-Pétersbourg, mais pas sur le territoire biélorusse. Loukachenko qui précise ne pas être inquiet de la présence en Biélorussie de combattants de Wagner. Je ne pense pas qu'ils vont se révolter et retourner leurs armes contre l'État biélorusse, dit-il. En tout cas, pendant ce temps en Ukraine, une frappe russe a tué 5 personnes la nuit dernière à Lviv, la ville de l'Ouest qui avait été jusqu'ici plutôt épargnée, en tout cas selon les autorités ukrainiennes. C'est l'attaque la plus destructrice sur cette région depuis le début de la guerre. Merci beaucoup Félix Mathieu. Vous restez avec nous dans quelques instants. Les messageries électroniques, les réseaux sociaux mis en cause dans ces journées d'émeutes. Sont-ils complices des émeutiers? Et on en débat dans quelques instants avec nos éditorialistes du jour, Philippe Bilger, Françoise Degois et Sébastien Ménard. Bienvenue à tous et on est ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Cécile de Ménibus. On est ensemble avec mes amis Philippe Bilger, Françoise Degois et puis Sébastien Ménard, j'allais dire avec Philippe David, mais il n'est pas là. On l'embrasse. Il sera là demain, vous inquiétez pas, tout va bien. On est ensemble jusqu'à 19h, 0826 300 300. Tout de suite, le grand débat du jour.
Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Emmanuel Macron a laissé entendre qu'il pourrait couper ou du moins bannir certaines publications des réseaux sociaux en cas de nouvelle crise. Les plateformes et les réseaux sociaux jouent un rôle considérable dans les mouvements des derniers jours. À la fois l'organisation de rassemblements violents se fait, mais une forme de mimétisme de la violence. Le rôle des réseaux sociaux, en particulier de certaines applications pour se retrouver, a été au cœur d'une partie des difficultés auxquelles on a fait face. Je rappelle simplement les pays qui ont coupé l'accès aux réseaux sociaux, c'est le Sénégal, c'est la Mauritanie, le Pakistan, le Kazakhstan, l'Iran, le Soudan, la Sierra Leone. Un système digne de la Corée du Nord, de la Chine. Pour moi, la démocratie libérale, c'est la liberté d'informer, c'est la liberté de s'informer. Et quand vous n'avez pas la liberté de parole dans le débat, vous n'êtes plus en démocratie. Et donc accusé d'amplifier les récentes violences urbaines, les réseaux sociaux en boucle de messagerie instantanée comme Snapchat ou TikTok et puis Telegram aussi sont dans le collimateur du gouvernement. Pour y faire face, le chef de l'État a appelé donc à la responsabilité et à l'action des grandes plateformes pour bannir les contenus les plus sensibles et communiquer l'identité de ceux qui appellent au désordre et à la violence. 0826 300 300. Est-ce que les réseaux, vous pensez qu'ils sont co-responsables des engrenages de violence? Est-ce que en France, nous sommes en capacité de réguler et restreindre leur rôle? Est-ce que seul un règlement européen peut agir? 0826 300 300. On va en parler avec notre invité Denis Jacopini qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Cécile, bonsoir à tous. Bonsoir. Vous êtes expert informatique spécialisé en cybercriminalité, en protection des données, auteur de ce livre Cyberarnaque aux éditions Plomb. D'abord, avant de revenir vers vous, Philippe Bilger, est-ce que nous, Français, avons les moyens de réguler les réseaux sociaux qui viennent d'ailleurs? Alors, j'ai reçu un mail d'un avocat qui me fait l'honneur de m'offrir son avis assez souvent, Alexandre Lazaret, qui est vraiment un crack dans ce domaine. Alors, je ne sais pas si je traite absolument votre question, Cécile, mais il indique que techniquement, tout ce que suggérait le président était tout à fait possible. Hein, mais d'autres, qu'on peut introduire des recours judiciaires et administratifs contre cette volonté d'arrêter durant un certain temps les réseaux sociaux. Mais sur le fond et très rapidement, je pense que ce serait une maladresse à la fois politique et démocratique. Politique parce qu'évidemment, imaginons qu'on vienne dire tout à coup qu'on arrête les réseaux sociaux pour empêcher que l'ébullition, voire la révolution arrive, immédiatement on aurait le pire. C'est évident que ça créerait une inflammation encore plus considérable. Et deuxième plan, c'est évidemment le registre démocratique. On ne peut pas le faire, même si je comprends la suggestion du président qui, désarmé devant ces réseaux sociaux qui ont parfois créé le pire, se dit c'est en les étouffant qu'on réglera le problème. Je rappelle que dans la longue liste des pays qui qui coupent les réseaux sociaux quand il y a des émeutes ou quand la population bouge, quelle que soit la nature des émeutes, il y a la Chine, il y a la Russie. Écoutez, la question ne se pose même pas. Je ne comprends même pas comment on peut en débattre. Il faut être complètement de travers dans sa tête pour imaginer, en plus de ça, que sont les réseaux sociaux qui font les émeutes. Bien sûr que les émeutiers se donnent rendez-vous, mais c'est comme ça dans tous les pays du monde. La réalité, c'est notre incapacité à avoir anticipé cette crise et notre incapacité à la gérer avec quand même le courage, vraiment, il faut vraiment le dire, des policiers qui sont allés au front. Mais résultat, il y a quand même un mort à Marseille, un jeune homme de 27 ans qui a pris un flashball dans le thorax. Donc je veux dire par là que même poser la question, ça me paraît tout à fait indigne et délétère. On ne bloque pas les réseaux sociaux, ou alors on décide que nous devenons définitivement une démocratie illibérale, et j'espère que nous ne sommes pas sur cette pente-là. Parce que même sur les appels à la haine, mais on s'en fout. Ils sont bloqués, mais ils sont bloqués par les plateformes. Écoutez, si vous commencez comme ça, dans n'importe quelle situation, pas, je vous pose une question. Mais n'importe quelle situation, vous comprenez bien que la propagande du gouvernement, j'en ai rien à fiche. C'est pas vous qui la menez, ça ne m'intéresse pas. Si vous commencez avec les émeutes, chaque fois quelque chose va vous déranger, vous allez bloquer les réseaux sociaux. Tout le week-end, Twitter a dysfonctionné. Aujourd'hui, YouTube dysfonctionne. C'est-à-dire que vous êtes shadowbanné dès que n'importe quel média sérieux, pas sérieux, fait des sujets sur les émeutes, ils sont shadowbannés. Ce qu'on appelle shadowbannés, c'est-à-dire que vraiment on les met de côté. Ça n'est pas normal. Il y a un accès à l'information qui est obligatoire. Au-delà des gens qui communiquent entre eux, à mon avis, c'est épiphénoménal. Les gens ont le droit de s'informer. Si vous prenez la télévision, on peut aussi avoir maintenant une télévision d'État qui nous explique que Emmanuel Macron est formidable pendant 4 ans et que si c'est pas lui, Marine Le Pen, elle est géniale. Mais stop la cavalerie. Sébastien Ménard.
Bon, il n'y a pas encore de télévision ni de radio d'État. Il y a Sébastien Ménard sur Sud Radio. Non, parce que je suis complètement d'accord avec Françoise. À un moment donné, on sait pas où, enfin, on sait à peu près où ça commence, mais on ne sait pas où ça va finir. Voilà. Je rappelle quand même qu'on a pu assister, là, on assiste effectivement à une utilisation déviante des réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, comme les nouvelles technologies, comme tous les outils de communication, produisent parfois des effets extraordinairement bons. J'en veux pour preuve, regardez, quand la Russie envahit l'Ukraine, qu'est-ce que fait Zelensky? Il envoie l'un de ses ministres en disant sur un média occidental, Monsieur Musk, détournez un satellite, etc. Aidez-nous à communiquer parce que nous serons sous blackout dans quelques heures. C'est exactement et l'Iran c'est exactement ce qui a été fait, ce qui a permis en fait à l'Ukraine de sortir de la chape de plomb qu'étaient en train de mettre les Russes pour montrer au monde entier ce qui était en train de se passer. Je ne dis pas que notre ami Zelensky est exempt de tout reproche dans ce qui a pu se passer en Crimée ou ailleurs, mais en tout état de cause, l'effet pour le coup des réseaux sociaux, des nouvelles technologies, de cette liberté que nous avons en France, en Europe et au-delà, pas partout, malheureusement Françoise, tu as raison, permet quand même quelque part de faire gagner la lumière et de faire gagner la démocratie. Les printemps arabes, ça a commencé vraiment avec les printemps arabes, la révolution iranienne, vive les réseaux sociaux. Bien sûr. Denis Jacopini, aujourd'hui le gouvernement voudrait réguler, on en parle depuis très longtemps, d'abord sur le cyberharcèlement, sur tous ces mots-clés. Est-ce que légalement, d'abord, est-ce que c'est possible? Et est-ce que nous avons la main sur ces réseaux sociaux et sur ces messageries cryptées? Alors légalement, en tant qu'expert judiciaire en informatique, je n'ai pas été encore saisi sur des affaires telles, mais si on interdit ces réseaux sociaux sur le territoire, eh bien, soit ils ont quelque chose à perdre et ils se plieront aux exigences, soit ils s'en foutent et ils considèrent que la France est une tête d'épingle sur le grand échiquier du numérique, et auquel cas, en fait, c'est surtout les Français qui seront privés plus que protégés, finalement. Concernant la position de l'État vis-à-vis de TikTok, je trouve que c'est plus un règlement de compte en fait qui est en train d'avoir lieu dans la mesure que finalement TikTok il est dans le viseur des autorités depuis très longtemps pour différentes choses, notamment pour le blocage de l'accès aux mineurs. Par exemple, mais là en fait il n'y a pas que TikTok qui est concerné, la plupart des réseaux sociaux le sont. C'est surtout l'opacité en fait de TikTok et sa position vis-à-vis de la Chine aussi qui inquiète. C'est ça, puisque l'État a quand même interdit au personnel des administrations françaises d'installer TikTok sur leurs outils nomades numériques. Avec la grande peur que des informations puissent fuiter. Alors TikTok, ça remonte à très très loin. Déjà les États-Unis, même Trump déjà avait déjà une position très radicale vis-à-vis de TikTok. Et en fait, on se rend compte que TikTok n'a jamais vraiment été très généreux en matière d'informations à partager. Et au sujet de sa position vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de la Chine. Et bien, on s'est rendu compte qu'au fil des découvertes, bien, il y avait quand même pas mal de choses qui étaient fausses, qui avaient été divulguées par TikTok. Donc TikTok a menti, et on se dit aujourd'hui pourquoi il ne continuerait pas à mentir. Donc ça reste quand même un outil qui semble dangereux, mais moi, là encore plus par ça. Françoise de Gaulle. Ma question vraiment, elle n'est pas du tout technique, elle n'est même pas légale. Est-ce que l'État peut ou pas? Ma question est, considérez-vous, vous, en tant qu'expert, en tant que citoyen, considérez-vous, vous, comme démocratique, qu'on puisse mettre cette question et qu'on puisse envisager un jour de bloquer, ne serait-ce que 24 heures, les réseaux sociaux dans un pays comme la France? Est-ce que ça ne vous paraît pas complètement délirant que nous en soyons à ce genre de discussion? Quelles que soient les histoires, les émeutes, etc.
Mais est-ce qu'en 2005, ils n'ont pas mis des brouilleurs pour éviter que les émeutiers s'envoient des textos? Je crois que c'est ça. Oui, mais dans les manifs, il y a toujours des brouilleurs. Hein, ça, c'est... Oui, mais enfin, c'est un peu la même chose quand même. Que si vous coupez les réseaux sociaux, rien à voir. Le brouilleur, ça ne concerne que vous personnellement. Le réseau social, c'est des millions de. Sur ma question, est-ce que ça vous paraît pas fou qu'on en soit à ce genre de discussion? Alors, il y a plusieurs manières de voir les choses, ce qu'on vous décrivait en est une, mais ce qu'il y a, c'est que le réseau social en clair est quand même une mine d'informations pour les autorités aussi. Et donc, interdire l'utilisation d'un canal, à mon avis, favoriserait l'utilisation d'un autre canal qui, lui, serait caché, chiffré et beaucoup plus protégé. Sur les messageries Telegram, par exemple. Par exemple. Et donc là, il serait très compliqué du coup d'avoir des renseignements. Et TikTok aujourd'hui, c'est une source de renseignements. J'avais pas pensé à votre argument. Une question de Philippe Bilger et on part au standard. Philippe Bilger. Au fond, est-ce que si un gouvernement qui le ferait, est-ce que d'abord techniquement ce serait possible complètement? Quelle serait la manière pour les citoyens d'échapper à cette chape de plomb qui, durant une parenthèse précise, chercherait à éviter les rendez-vous, les rencontres, les organisations? Bien de la même manière que les gens trouvent des moyens de télécharger sans être repérés ou difficilement repérables. En fait, de la même manière qu'il existe TikTok, Facebook, Snapchat et autres en utilisant des canaux en clair, de l'Internet. L'Internet est aussi porteur d'Internet qui, eux, sont chiffrés en utilisant des VPN, notamment Tor, qui permet d'aller dans le Darknet. Et je pense que vous avez déjà entendu parler du Darknet et du Dark Web. Un VPN, ça veut dire que ça vous géolocalise à l'extérieur ou dans un autre pays ou ailleurs aussi? Un VPN est un canal chiffré. En fait, c'est comme si on avait tous les deux une conversation dans une langue que seuls nous deux connaissons. Et donc, tout ce que nous disons, personne ne peut le comprendre. Et un VPN, au départ, c'est ça. Et ensuite, il y a des fonctions de géolocalisation qui permettent de faire croire à quelqu'un qu'on se trouve dans une autre région, un autre pays, et pourquoi pas une autre planète. Vous restez avec nous parce qu'on a très peu de temps. 0826 300 300. Frédéric qui nous appelle d'Arcachon. Vous vouliez réagir, Frédéric? Oui, écoutez, moi, cette histoire de réseaux sociaux, je trouve que c'est quand même assez lamentable d'entendre un président en arriver, en être réduit à, disons, à incriminer les canaux de communication, enfin les systèmes de communication, tout ça pour cacher une incompétence totale dans le maintien de l'ordre. Je trouve ça très grave, parce que c'est vraiment on dirait que ça ne choque pas. Moi, ça me choque énormément, hein, comme Françoise, parce que je trouve ça inadmissible. Et je vous dirais, une chose moi qui m'inquiète un petit peu, je me demande si on ne s'achemine pas vers l'article 16 de la Constitution. Oui, les pleins pouvoirs au président, il faut quand même... Non, mais on redit ce que c'est l'article 16, c'est vraiment les pleins pouvoirs au président. C'est ce que vous voulez dire, François. On a failli y avoir droit pour le Covid. 0826 300 300, on continue à Avignon avec Pierre. Pierre, une réaction? Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Alors ce soir c'est un grand jour pour moi pour deux raisons. Pour une fois je suis d'accord avec Françoise Legois. J'adore ça. Parce que je passe à votre antenne. Alors, super, bienvenue Pierre. Merci de m'accueillir. Je vous appelais parce que effectivement, comme beaucoup à l'antenne, je suis choqué en fait. Une fois de plus, on veut nous faire perdre nos droits. Dans tous les pays, en fait, les réseaux sociaux existent et il n'y a qu'en France où les émeutes, ou quel que soit le nom qu'on leur donne, prennent une telle ampleur. Donc il faudrait peut-être chercher les vraies raisons plutôt qu'une fois de plus essayer de nous faire perdre nos libertés, comme ça a été le cas pour le Covid, avec le confinement, la vaccination obligatoire, avec le pass surtout, le pass sanitaire. Voilà, exactement, voilà, avec la grande réussite que l'on connaît. Et donc là, j'avoue que je pense à mon avis qu'on est en train de glisser doucement vers une dictature douce. Et je ne suis pas convaincu que ça soit très profitable, ni à la démocratie, ni aux Français, et que ça résolve quelques problèmes que ce soit. Restez avec nous, Philippe Bilger. Pierre, je ne crois pas qu'on glisse vers une dictature, même douce, mais imaginons qu'on puisse vous démontrer que ce qu'a suggéré le président, qu'il n'a pas voulu, hein, il était tout de même conscient des risques d'une telle suggestion, se montre efficace pendant quelque temps pour empêcher l'aggravation d'une situation. Vous seriez hostile tout de même ? Je serais hostile parce que la réplique des émeutiers et de ceux qui veulent détruire la France
en fait, ils utiliseraient d'autres sources, d'autres canaux de communication. Donc, ça ne gênerait que les gens honnêtes, et pour autant, ça ne résolverait aucun problème. Restez avec nous, Pierre. Sébastien Ménard. Je suis content. Merci, Pierre. Ça me fait plaisir d'être d'accord avec vous. C'est le plus beau jour de sa vie. Couper un flux digital ou empêcher des gens de communiquer, c'est pour moi une censure, et c'est quelque part, et Dieu sait que je suis macroniste jusqu'au bout des ongles, mais c'est quand même un aveu de faiblesse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est comme l'a dit Françoise, c'est qu'on n'a pas su quelque part gérer, mais enfin, qui aurait pu le faire. Voilà, ça c'est très compliqué. Mais en même temps, ça veut dire que on n'est pas capable, par des moyens conventionnels, de rétablir l'ordre dans ce pays, qu'on n'est pas capable de faire passer les bons messages pour permettre à tous ces jeunes de rentrer chez eux. Enfin, c'est à mon avis, à la fois une ligne rouge qu'il ne faut pas franchir, qui serait un aveu de totale faiblesse, voire de totale démission par rapport au code et aux valeurs qu'on incarne tous, et aussi, je dirais, une ligne rouge intellectuelle, politique, et comme je l'ai entendu tout à l'heure, je crois que c'était Philippe, démocratique. Avec nous, Denis Jacopini, le nom et le prénom et la photo du policier qui est en prison vient d'être diffusé sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça fait partie des choses qu'il faut censurer ? Parce que c'est bien de laisser tout ouvert, mais est-ce que là, c'est pas de l'appel au crime, entre guillemets ? Dans ce cas, on peut considérer comme étant confidentiels tous les magistrats, les policiers, tous les juges, tous ceux qui sont intervenus et du coup qui pourraient être impliqués et considérés comme étant responsables de ce qui arrive. Effectivement, c'est une information sensible qui est diffusée, mais en même temps, est-ce qu'on a besoin d'avoir les réseaux sociaux pour connaître cette information-là? Pas forcément. En fait, le réseau social est un moyen de communication et tous les responsables informatiques sauront de quoi je parle. Lorsqu'on essaie d'empêcher quelqu'un de réaliser quelque chose avec l'outil informatique, il fait preuve d'une étonnante imagination pour toujours trouver un moyen auquel on n'avait pas pensé pour quand même passer les barrières. Et donc, du coup, la difficulté, c'est que les barrières qui sont utilisées, eh bien, on ne les connaît pas forcément et on ne les maîtrise pas. Et c'est qu'après coup qu'on découvre malheureusement ces difficultés. Merci beaucoup pour votre expertise, Denis Jacopini, expert informatique spécialisé en cybercriminalité, en protection des données, auteur de ce livre Cyberarnaque aux éditions Plomb. Restez avec nous dans un instant, le quiz de l'actu. C'est à ce moment-là de l'émission où qu'on se réconcilie, qu'on crée des cohésions et où on se sépare. Voilà, c'est l'un ou l'autre. Bienvenue dans le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Sébastien Bénard et Frédéric qui nous appelle d'Arcachon, qui va devoir choisir son adversaire. Attendez, vous avez vu que Philippe David vient de nous envoyer un message collectif en nous disant merci de m'avoir pleuré. Il est complètement... Il est bon, lui, il est bon. Frédéric, contre qui Alors, allez, contre Philippe Bilger. Allez. Contre Philippe Bilger. Alors, vous allez gagner, Frédéric. Attention, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas choisi. Allez, on démarre tout de suite. Vous êtes avec Françoise et avec Sébastien. Allez, qui c'est qui l'a dit sur LFI? C'est un parti antidémocratique, sans statut, sans élection interne, gouverné par un satrape colérique et omnipotent. Bardella, non? Zemmour. Non, pas du tout. Ça peut pas être Véran? Non, c'est pas Borne. Non, c'est Véran. C'est un sénateur de l'Allier. Ah, mais c'est Maluret. Claude Maluret. Merci, Françoise. Françoise l'a dit. Non, je te le laisse pas. Non, je l'ai dit en premier, donc tu as dit mal. Et là, un satrape. Il sait même pas ce que c'est qu'un satrape. De Maluret. Mais il est remarquable, Maluret. C'est Philippe qui ramasse ses pieds. Il est formidable. Non, parce qu'un satrape, c'est pas ça. C'est un despote. C'est un despote. Mais un satrape, à la base, c'est un guerrier. Donc Maluret ferait bien de revoir ses classiques. Le satrape, par définition, est un guerrier à la base. Mais on voit ce qu'il veut dire, tout de même. Oui, c'est ça. Allez, question qui c'est qui l'a dit sur les déclarations de Gérald Darmanin sur les émeutes. Il faut se méfier du syndrome Stade de France, c'est-à-dire de ne pas regarder la vérité en face. Bardella, là, ça vient du RN. C'est Marlex. Non. Ciotti. Frédéric, vous avez dit qui? Frédéric, vous avez dit qui?
Macron. Non, c'est pas ça. Il est au Sénat. Ah, mais c'est Larcher. Non, c'est Larcher, bien sûr, dans son interview. Gérard Larcher. L'homme qui a beaucoup de cordes à son arc. Allez, on y va. Sébastien, on vous entend pas. Je sais pas où vous êtes. Vous êtes parti peut-être sur l'autoroute. Non, je suis là. Qui c'est qui l'a dit? Les policiers sont des urgentistes de la société. Ah, c'est bien ça. C'est pas mal dit. C'est Darmanin, non? Oui. C'est Darmanin. Ouais, c'est bien. Et qu'est-ce qu'elle a? Il y a des bonnes formules parfois. Souvent, manger des pâtes à la cantine. Non, mais je me suis. Il est où, Philippe Bilger? Je suis Pogacar. J'ai 4 points. Je vais faire un truc. Je suis Pogacar. Qui c'est qui l'a dit sur les quartiers difficiles? Heureusement qu'on a dépensé des milliards dans ces quartiers. Ils ont besoin qu'on les aide. Macron, non? Non. Mélenchon. C'est un ministre. Ah, mais c'est Dussopt. Non, c'est Attal. Ou Attal. Véran. Ou Véran. Ou alors. Le ministre de la Ville. Il est au logement. Ah, mais oui. Claire, j'ai dit ministre de la Ville. Philippe Non. Bilger. C'est pour toi. Non, allez, on le donne à Philippe Bilger. Attention. Pour l'instant, vous gagnez. Pour l'instant, vous gagnez, Frédéric. 6-2. Allez, qui c'est qui? Non, ne triche pas. Ne triche pas. Non, Maluré, c'est moi qui l'ai dit en premier. Qui l'a dit? La France insoumise a choisi de rompre avec la République. C'est Borne, Elisabeth Borne. Non, pas Borne. Eh bien, mais non, mais alors c'est forcément c'est Attal. Alors. Et blonde. Les Le blondes. Pen. Marine Le Pen. Je vais lui laisser prononcer, voir prononcer Le Pen par son frère, le bonheur. Bravo, Frédéric. Bravo. Il nous a quand même un peu aidé, vous avez bien choisi votre partenaire, enfin votre adversaire. Vous restez avec nous, on fait une petite pause. On revient dans un instant avec le Top Click. Allez, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Cécile de Ménibus. On est là avec vous, bien entendu, jusqu'à 19h. On reviendra avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Sébastien Ménard et vous au 0826 300 300 sur un sujet important, sur la loi Cazeneuve de 2017. Alors beaucoup veulent l'abroger, l'autre modifier. Est-ce qu'il faut l'abroger? Est-ce qu'il faut la modifier? 0826 300 300, on en parlera à partir de 18h30, juste après le tour de table de l'actu des vraies voix. Mais en attendant, Félix Mathieu est avec nous, c'est le Top Click. Les vraies voix Sud Radio, c'est le Top Click. Félix Mathieu, parmi les sujets de conversation ce soir sur les réseaux sociaux, forcément, les conclusions assez accablantes de la commission d'enquête sénatoriale sur les fonds Marianne. Oui, quand une députée LFI partage la vidéo d'un sénateur LR, chose assez rare, le fonds Marianne aura au moins permis ça. Manque de rigueur, opacité, désinvolture, fiasco, dérive, coup politique, consternant, affligeant, Schiappa et la Macronie rattrapés par la patrouille sénatoriale, écrit Daniel Obono en partageant une prise de parole du sénateur LR Jean-François Husson, rapporteur de la commission d'enquête sénatoriale. Tout à l'heure, il a détaillé les mécanismes qui ont conduit à bricoler un fonds Marianne à la va-vite. En 2021, quelques mois après l'assassinat de Samuel Paty, une structure censée financer le contre-discours républicain à la propagande islamiste, une coquille vide selon Jean-François Husson. Le constat est sans appel sur la dérive de ce que nous appelons un coup politique. Le cahier des charges de l'appel à projet a été produit en moins d'une semaine. Et le directeur de cabinet de la ministre est intervenu pour réduire considérablement, il l'a dit, les délais pour que les porteurs de projets déposent leurs demandes. 20 jours, soit un délai manifestement largement insuffisant pour construire avec le sérieux qui convient les dossiers de candidature. Et puis précisons qu'il a également réécrit, en le simplifiant à l'extrême, le cahier des charges. Et Daniel Obono ajoute en légende de cette allocution du sénateur Jean-François Husson un hashtag Schiappa démission. Des appels à la démission qui se multiplient de gauche à droite. Jouer ainsi avec la mémoire de Samuel Paty, c'est dégueulasse. Démission, ajoute par exemple l'ancien député RN devenu proche de Reconquête Gilbert Collard. Car les sénateurs ont effectivement égratigné pas seulement le fonds Marianne en tant que tel, mais aussi Marlène Schiappa personnellement, politiquement, des auditions truffées de trous de mémoire, qualifiées d'affligeantes, de consternantes par la commission d'enquête des sénateurs pour qui ça relève aussi de la responsabilité politique de la ministre.
C'est ce qu'on appelle un scandale, Philippe Bilger? C'est-à-dire que je vois mal, là, évidemment, comment Marlène Schiappa pourra échapper à un désaveu politique, même si, encore une fois, j'aime bien sa personnalité, mais là, elle a commis un grand nombre d'erreurs. Mais le président, me semble-t-il, ne pourra pas la faire partir seule du gouvernement le moment venu. Il faudra qu'il y ajoute une charrette d'autres ministres, voire celle de la première ministre elle-même. Je sais pas. Oui, elle partira avec l'eau du bain, c'est tellement évident. À un moment donné, Emmanuel Macron peut pas se permettre d'avoir une telle tâche. C'est tellement compliqué déjà. Il n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée. Bien sûr que les jours de Marlène Schiappa sont comptés, mais on peut compter longtemps en fait avec Emmanuel Macron. On peut compter même jusqu'à. Est-ce qu'il ne faut pas un acte fort là maintenant, à un moment donné? Il faudrait, mais on sait très bien qu'il ne le fera pas parce qu'il ne fait jamais ça, parce qu'il a horreur qu'on lui mette la pression, parce que pendant l'affaire Benalla, qu'il vienne me chercher. Bon, on connaît Emmanuel Macron par cœur. Les Français connaissent ce président, connaissent leur président, donc il est entêté comme un bigourdan. Alors, c'est plutôt une qualité. Moi-même qui suis bigourdane, je salue les bigourdans, mais voilà, il ne bougera pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Sébastien Ménard, vous qui le connaissez bien visiblement. Non, mais indépendamment du cas personnel de Marlène Schiappa, qui m'intéresse peu, en fait, moi, ce qui me gêne dans cette affaire, c'est qu'au départ, l'idée est noble. C'est-à-dire l'idée d'aller chercher, d'aller trouver quelque part des leviers, des ressorts dits de communication pour, sur les réseaux sociaux, permettre à des jeunes un peu perdus de retrouver le chemin de la République, d'en découvrir l'histoire, les valeurs, etc. Moi, je trouve que l'idée, au départ, c'est plutôt une bonne idée. Après, effectivement, la réalisation est hasardeuse et elle est très politique, surtout quand vous payez des gens pour taper sur la figure de vos opposants. Je suis mais totalement aligné avec toi là-dessus. Mais je veux juste te dire qu'au départ, c'est une belle idée. Voilà, c'est une belle idée. Je pense qu'on a besoin. Ça aurait pu être une belle idée. Besoin de parler à la jeunesse de France par tous les moyens. On parlait tout à l'heure des problématiques de censure des réseaux sociaux. Je pense, à contrario, qu'il faut les utiliser pour aller plus loin, pour taper encore plus fort que toutes celles et tous ceux qui desservent la démocratie et qui torpillent nos valeurs. Allez, on continue, Félix Mathieu. Les sénateurs sont décidément sur tous les fronts. Ils s'en prennent aussi à TikTok. Eh oui, une commission d'enquête, là aussi, du Sénat, chargée d'étudier le fonctionnement et la stratégie d'influence de TikTok, menace aujourd'hui de suspendre l'application d'origine chinoise, application plébiscitée par les jeunes. Il menace de la suspendre si elle ne prend pas des mesures pour améliorer sa modération. Les sénateurs appellent le gouvernement à suspendre TikTok en France et à demander sa suspension au sein de l'Union européenne si le réseau social ne clarifie pas avant le 1er janvier prochain la nature de ses liens avec les autorités chinoises et si elle ne met pas aussi en place une modération efficace et un contrôle effectif de l'âge. Les vidéos véhiculées par l'application pourraient être biaisées au profit d'autorités chinoises soucieuses d'alimenter des troubles susceptibles d'affaiblir l'image de la démocratie, établit cette commission sénatoriale dans son rapport. La secrétaire d'État chargée de l'enfance, Charlotte Cobel, a en tout cas d'ores et déjà répondu sur Twitter. Le gouvernement est très attentif aux recommandations qui sont formulées, en particulier sur la protection des mineurs. Elle approuve notamment l'idée de bloquer l'application après 1 heure d'utilisation pour les mineurs. De son côté, TikTok a réagi auprès de l'agence France Presse, je les cite. « Nous sommes en profond désaccord avec les conclusions de ce rapport qui ne reflète pas fidèlement les faits. Il est décevant, écrit TikTok, que la commission ait consacré autant de temps et de ressources pour remettre en avant toujours les mêmes perceptions erronées. » En tout cas, le sénateur André Gattolin, vice-président de cette commission, fait part de son doute complet sur la viabilité du modèle économique de TikTok, qui laisse penser que ce n'est pas une entreprise économique, mais une entreprise politique avec vocation à capter les données personnelles. Les sénateurs s'en prennent aussi au passage aux plateformes américaines, mais ils insistent pour ce qui est de TikTok sur sa forte dépendance à sa maison mère ByteDance, une société installée aux îles Caïmans, pour des raisons d'opacité, disent-ils, mais détenue et contrôlée par des actionnaires chinois. La Chine, où la loi oblige les sociétés locales et les habitants à dévoiler les données stockées sur leurs serveurs si l'État leur demande. Et une petite réaction, Sébastien, vous voulez rapidement. Moi, en fait, je suis moins inquiet par l'ingérence des Chinois dans la jeunesse de France. Ce que je constate, c'est que TikTok, ça abrutit nos jeunes. C'est-à-dire que quand on voit des gamines entre 12 et 18 ans se trémousser sur des musiques débiles de manière totalement débile,
je me dis que comme ça. Vous êtes une personne âgée. Mais franchement, je pense que le vrai sujet, c'est ça. C'est pas de savoir si effectivement les données personnelles. T'étais débile, j'avais pas TikTok, monsieur Pauvre. Mais tu tortillais sur autre chose. Qu'est-ce que t'en sais? Mais j'en peux plus. Mais c'est quoi ces perles à morale? C'est caïman méchant. Oui, c'est caïman méchant. Mais sérieusement, moi j'aime pas du tout tout ce message qui est en train de commencer à se véhiculer. On commence avec TikTok. Non, sérieusement, soyons vigilants. Je pense qu'il va nous tomber une tuile sur le coin de la figure avec et ça, ce sera éminemment politique. Ces affirmations ne tiennent pas debout. Tout ça est politique. Attention, les amis. Moi, je pense qu'on glisse dans la censure. Allez, vraiment. Vous restez avec nous dans un instant à partir aux alentours de 18h30. Le coup de projecteur. On va revenir sur les Insoumis qui ont annoncé un dépôt d'une proposition de loi pour abroger l'article 435-1 de la loi Cazeneuve sur l'usage des armes en cas de refus d'obtempérer. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que il faut ou l'amender ou l'abroger totalement ou trouver des solutions arbitrées en tout cas? 0826 300 300. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire vos attentes standards et dans un instant l'actu des vraies voix. Tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Cécile de Ménibus. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. On est ensemble jusqu'à 19h dans quelques instants. Dans un petit quart d'heure, on va revenir sur cette proposition de la France Insoumise d'abroger cette loi de 2017 de Cazeneuve. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce qu'il faut totalement l'abroger? Est-ce qu'il faut l'amender? Il faut trouver des solutions? Est-ce qu'il faut... en tout cas, on vous attend au standard 0826 300 300. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire en attendant le tour de table de l'actu des vraies voix. À quoi tu penses? Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Le tour de table de l'actualité. Pardon, je ricane, mais ça me fait toujours rire ces jingles. C'est très drôle. Philippe Bilger, la mobilisation de la justice pour faire face à la multitude de comparutions immédiates à la suite de ces émeutes. Vous la trouvez, cette mobilisation, assez remarquable? Oui, parce que j'ai lu, comme toujours, ce quotidien contestable mais irremplaçable qu'est Le Monde. Et hier, j'ai trouvé deux articles absolument contrastés. D'abord, un article que j'ai trouvé remarquable qui montre la mobilisation exceptionnelle de la justice de l'Île-de-France pour aller vite, qui a su répondre aux défis de ces comparutions immédiates pour juger les émeutiers, et d'une manière qui a montré que la magistrature était capable, au service de l'intérêt général, de faire des efforts. Beaucoup de magistrats qui étaient au repos sont arrivés. Il n'a pas fallu engager des troupes supplémentaires et ça a été une réussite. On ne dit pas souvent que la magistrature a été à la hauteur. Là, j'ai été presque fier en lisant cet article, même si bien sûr l'honneur ne m'en revient pas. Et à côté de cela, mais ça n'est pas le sujet, j'allais prolonger, il y a un entretien avec Bouzeroux, l'avocat Bouzeroux, qui, de mon point de vue, dit à peu près n'importe quoi. Et donc, il y a un contraste absolu, l'hémiplégie du monde. Mais ça, c'est un autre sujet. Moi, je crois qu'il y a eu plus de 500 comparutions immédiates et 76% se sont soldés par de l'emprisonnement, c'est-à-dire vraiment le dépôt, quoi. C'est-à-dire au parti directement en prison sans même... Moi, j'entends ce qu'on dit. Hein. Je dis quand même que, ok, la justice a fonctionné. Attention quand même à l'exemplarité liée au contexte. Je rappelle que officiellement la justice ne juge pas sur le contexte. Vous avez quand même des témoignages assez accablants de jeunes filles qui étaient là, qui sont servies parce qu'il y avait des pantalons qui traînaient par terre. Paf, elles partent au trou, elles partent au gnouf. Non mais attention, le droit, c'est l'exemplarité, c'est la personnalisation de la peine. On est d'accord, on ne juge pas avec le contexte. Il est évident que ça a été une justice exemplaire et assumée comme telle. Et donc, je pense que sur la mécanique, c'est assez remarquable ce qu'ils ont réussi. Je suis ravi parce que ça claque le beignet à tous les gens qui bavent sur la justice matin, midi et soir. Je ne supporte pas. C'est une des choses les plus toxiques, à mon avis, pour la cohésion de la République. C'est taper sur la justice en permanence avec des mots complètement débiles et enfoncer les portes toute la journée. Je pense notamment. Et le deuxième point, quand même, je dis attention et je souris parce que
que je vois Dupond-Moretti qui a donné les consignes au procureur. J'imagine l'avocat Dupond-Moretti dans une situation de l'autre côté de la barrière, ce qu'il aurait dit de ses comparutions à la chaîne et surtout de ses emprisonnements et de ses incarcérations à la chaîne. Moi, je trouve ça un peu effrayant de partir au trou pour 4 mois parce que vous avez volé un pantalon. Sérieux, je trouve ça... bon, voilà, c'est trop. Sébastien Ménard. Alors, c'est effectivement trop. C'est effectivement... Il y a une contextualisation à tout crin, en tout cas de... Assumer. Oui, assumer, oui. Mais en même temps, j'ai envie de te dire, on a aussi besoin, quelque part, de montrer qu'à la fin, la République, elle est plus forte que le chaos. Elle est plus forte que parce qu'il y a des révoltes qui sont, je dirais, face à la mort d'un jeune adulte, dans des conditions qu'on connaît, sur lesquelles on va parvenir. Il y a des révoltes saines. Voilà. Mais ce à quoi on assiste, on est très au-delà de ça. Et que, à un moment donné, on a aussi besoin de montrer que c'est l'ordre, que c'est la République, que ce sont des valeurs partagées entre toi, entre moi, entre Philippe, qui doivent gagner à la fin. Voilà. Mais on en même temps, pas de banalisation des vols, par exemple. On a le droit de mettre des bémols quand même. Pas de banalisation du vol. Non, pas de banalisation du vol. Expliquer ce que c'est que le recel. Ils savent pas ce que c'est. Je pense que la jeune fille qui ramasse un jean sur la voie publique, elle fait un vol. Ça, c'est du vol. Oui, du vol. Oui, c'est le recel, c'est quand elle le revend. Ouais. C'est tous les types qui revendent leur Nike sur le bon coin là. Donc j'ai envie de te dire, t'as raison. T'as complètement raison, de bout en bout. Et en même temps, il faut qu'on rétablisse quand même un certain nombre de normes et un certain nombre de barrières. Voilà, je suis d'accord sur le caractère exemplaire, mais attention, faut que ça reste vraiment exceptionnel en fait. Françoise de Gois, exceptionnel, c'est un zoo de Beauval exceptionnel, effectivement. Écoutez, j'avais envie de faire mon coup de cœur, c'est les vacances. On parle toujours de sujets très graves et j'ai toujours. Mais alors là, vraiment, le zoo de Beauval, je l'adore d'abord parce que j'y vais assez souvent. Et que c'est une réussite quand même extraordinaire dont on ne parle peut-être pas assez. Le zoo de Beauval aujourd'hui accueille plus de monde que le château de Chambord. Classé 3e zoo du monde. Alors au début, la première fois où j'y suis allé, j'étais un peu grognon parce que je me dis quand même c'est un zoo. En fait, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que tout le discours qui consiste à dire nous participons de la protection des espèces, il est réel. Vous voyez les conditions dans lesquelles vivent les animaux. Vous avez la cerf australienne. Moi, j'adore les koalas. Hein. Voilà, c'est mon animal préféré. Bon, j'ai envie de pleurer. Vous voyez, ils ont des conditions de vie qui sont absolument remarquables. Les pandas, évidemment, n'en parlons pas, mais également les lions. Et vous voyez des espèces extrêmement rares qui sont protégées et préservées à Beauval. C'est une réussite exceptionnelle. 2 millions 2 millions quand même. 2 millions de spectateurs. 2 millions de visiteurs par an, c'est 44 hectares. Moi, je suis sidérée. Allez-y. Et petit mot aussi, puisque moi j'ai eu la chance d'y aller pendant 2 mois de suite, ils réintroduisent des espèces qui n'existent plus en dehors des zoos. Et nous, on avait réintroduit des gazelles dans la Corne d'Afrique. Et ils n'avaient pas vu de ces gazelles depuis 30 ans. Bravo, il y a les lions. C'est merveilleux. Il y a le léopard blanc ou le lion. Absolument. Bravo. Je n'ai pas du tout cette expérience-là. Moi, j'ai une expérience lambda. Je pense que pour les enfants, c'est extraordinaire. On voit bien l'état d'esprit général qu'il y a dans ce zoo, l'état d'esprit des soigneurs. C'est un respect des animaux quand même évident dans toute la chaîne. Vraiment, aller au zoo de Beauval, c'est à 2 heures de Paris. Voilà, c'est à Saint-Aignan. C'est canon. Vous ne le regretterez jamais. Vous voyez vraiment de près. Vous les voyez. Alors, les hippopotames, faites gaffe, ils ont l'air gentils, mais ils sont affreux en fait. Donc, quand vous traversez, gaffe aux hippopotames. Moi, je les adore avec leur museau, mais ils sont très méchants. Vous n'avez pas besoin d'aller au zoo pour croiser toute des ressemblance hippopotames. avec des gens, toutes les bêtes. Écoute, tu vois les éléphants, mais tu comprends, moi, c'est des rêves d'enfant. En fait, tu vois les lions, c'est exceptionnel, ça te fait une ouverture sur la nature, c'est magnifique en fait. Sébastien Ménard. Vous avez vu, elle est presque humaine finalement, Françoise de Gois. Qu'est-ce qu'il est bête, qu'est-ce que tu es. Je sais, beaucoup plus convaincante que dans le domaine politique. Allez, on y va. Sébastien Ménard. Sur les vraies voix, Sébastien Ménard. Moi, en fait, je vais vous parler de drôles d'animaux, à savoir les vraies voix, à savoir vous, Françoise, Philippe, Cécile, Philippe David, et puis moi-même, voilà, et puis tous les autres, voilà, tous les auditeurs, toutes celles et tous ceux qui nous ont fait l'immense plaisir, l'immense bonheur de venir débattre cette année. Moi, ce que j'aime ici, c'est qu'effectivement, on arrive avec nos idées, parfois, et nos arguments bien affûtés.
Et on les garde pas toujours parce que parfois ça converge. Parfois et souvent d'ailleurs, on se rassemble, on se retrouve. Ça frotte, ça gratte parfois. Voilà. Sauf sur le Kikadi. Alors là, il y a pas. Mais là, on peut pas partager ça. C'est comme les bons gâteaux. C'est comme les bons gâteaux qu'on a partagés cette saison. Non, ce que je voulais vous dire, voilà, c'est que moi, j'ai pris un plaisir incroyable finalement à me foutre sur la gueule avec vous. Voilà. Tu peux nous faire ta hyène, un peu, s'il te plaît. On va rire. Attends, il y a encore des sujets sur lesquels on va essayer de rire. Voilà. Et je trouve que ces moments sont rares, ces moments sont précieux, et ces moments sont finalement immensément humains. Et c'est ce que j'aime en radio. Et merci Cécile, merci Philippe, et merci à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup Sébastien Ménard. Il parle bien pour un macroniste. Hein. Il est bien plus efficace lui aussi que dans sa défense du président. Ne le lancez pas. Revenir en septembre. Voilà, ça y est, on l'a eu. Philippe. Tu devrais aller au jeu de Beauval. Imaginez-vous que les gens n'ont pas de choses derrière la tête. Soyons humains. Cécile, est-ce qu'on peut imaginer un petit parachutage à Beauval pour Sébastien Ménard? Il serait très mignon dans la cage au lion. Elle veut m'enfermer. Non, t'as un grand espace. Tu pourrais ricaner toute la journée. Les amis, en tout cas, restez avec nous dans un instant. On va revenir sur ce sujet important, sur cette loi 2017 de Bernard Cazeneuve, avec cet article qui pose problème selon la France Insoumise. Est-ce que vous pensez qu'il faut abroger cette loi qui concerne, soyons clairs, le refus d'obtempérer, le port de l'arme? Enfin voilà, est-ce que c'est un vrai la légitime défense? Est-ce que c'est un vrai sujet, un vrai problème? 0826 300 300. Venez nous dire ce que vous en pensez. On en parle dans un instant avec nos vraies voix du jour. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Cécile de Ménibus. Les vraies voix, ça continue jusqu'à 19h avec Philippe Bilger, Françoise Degois, Sébastien Ménard et vous au 0826 300 300. On est ravis de vous accueillir. Allez, tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et donc la mort de Naël dans un contrôle routier à Nanterre a relancé le débat sur la loi Cazeneuve qui assouplit depuis 2017 les règles d'usage d'armes à feu pour les policiers, notamment en cas de refus d'obtempérer, adoptée après une vague d'attentats terroristes. Cette loi est aujourd'hui dans le viseur des insoumis qui réclament son abrogation. Trop ambiguë pour certains, elle représente même, ils disent, un permis de tuer. Donc que pensez-vous de cette loi? Est-ce qu'elle est indispensable? Est-ce qu'il faut la revoir absolument, la modifier ou carrément l'abroger? Faut-il trouver d'autres alternatives pour faire face à cette hausse du refus d'obtempérer, pour arbitrer la violence légitime? Faut-il créer une juridiction spécialisée? On va en parler avec notre invité qui est avec nous, Yann Bastière. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes à l'unité nationale d'investigation SGP Police Force ouvrière. Philippe Bilger, cette loi qui revient systématiquement, faut-il l'abroger? Faut-il l'amender? Faut-il trouver des solutions? Faut-il assouplir? C'est quoi la solution aujourd'hui? Alors, entre LFI qui veut l'abrogation et qui n'a pas une sympathie considérable pour la police, et de l'autre côté Gérald Darmanin, dont j'ai cru comprendre qu'il souhaitait son maintien sans y rien toucher, je me demande si on ne pourrait pas en définitive accepter l'idée, dès lors que ça n'est pas une machine de guerre contre la police. Moi, c'est mon critère et ma limite. Je serais partisan, pour une fois, d'une sorte de commission réellement pluraliste où les politiques de tous bords se réuniraient et où des fonctionnaires de police, avec d'autres sûrement, viendraient proposer leur expérience et indiquer la multitude des situations qu'ils sont amenés à affronter dans leur quotidienneté. Et je pense qu'on pourrait arriver à des conclusions de bon sens et de bonne foi à partir du moment, encore une fois, où ceux qui participent à cette table ronde considérable n'arriveraient pas avec des préjugés. Je suis tout à fait d'accord. Moi, je vote tout à fait pour ça. C'est un sujet trop grave pour, pour le traiter sur un coin de table et pour avoir des déclarations lapidaires. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose de l'abroger, pas plus que je ne sais pas si ça sert de la maintenir. Il faut rappeler que cette loi, elle a été votée après les attentats de Nice. À la base, elle est destinée à arrêter des éventuels terroristes qui voudraient se soustraire à un contrôle d'identité. Après, est-ce qu'il y a eu un glissement du quotidien parce qu'il y a eu évidemment une augmentation des refus d'obtempérer? Moi, je ne sais pas si le problème se situe là. Il y a un vrai travail à faire. Nous en parlions tout à
l'heure Cécile hors antenne, mais j'en parle aussi avec des amis policiers, le travail à faire sur les armes, sur le tir, sur le nombre de cartouches que vous tirez. Moi, je suis horrifié par la mort de Naël et par la façon dont ça s'est passé avec ce policier. J'entends un point de sa défense qui m'a profondément touché aujourd'hui. 9 jours de travail consécutif. 9 jours de travail consécutif. Comment voulez-vous garder votre acuité, dans des situations où on sait très bien que lorsqu'on sort son arme, il y a un autre processus qui se déclenche, mais lui, il nous en parlera mieux. Moi, j'ai jamais sorti d'arme, mais en tout cas, ce que les psychologues disent, c'est qu'il y a quelque chose qui s'enclenche quand on sort une arme et qu'on est policier, qu'on possède, qui est très difficile à gérer. Donc, est-ce que c'est pas en amont qu'il faut pas travailler beaucoup plus? Je ne disculpe pas le policier qui a tiré sur Naël, je dis rien, mais je suis d'accord avec Philippe. Arrivez sans préjugés et travaillons. L'affaire de la police républicaine, et c'est une gauchiste qui vous le dit, est une chose trop importante. Moi, je suis pour l'ordre juste, façon Ségolène Royal, hein, voilà. C'est mon ami et j'adhère à cela. C'est une affaire trop grave et trop importante pour la cohésion de la nation pour qu'on le traite comme ça, à coup de déclaration assassine. Sébastien Ménard. Alors moi, je vais vous surprendre. Moi, je ne suis pas pour une modification de cette loi. Je pense qu'on a nécessairement besoin en France, dans le contexte que le monde moderne connaît, où on a évidemment une radicalité négative qui s'impose, qui s'exporte dans nos quartiers, dans nos campagnes, etc. On a besoin d'avoir une police républicaine qui a, je dirais, les moyens de défendre celles et ceux qui ont besoin de travailler, de vivre en totale liberté, et que cette loi n'est pas un permis de tuer. Il y a vraisemblablement un dysfonctionnement, et je pense que tu caresses un début de commencement de vérité dans ce que tu nous annonces ce soir, Françoise, sur le fait que quand tu travailles 9 heures, tu perds en lucidité, que le fait que quand 9 jours, je pense que c'est l'argument qui me touche le plus. Je pense, on verra après évidemment la psychologie de ce fonctionnaire de police, sa vie, son œuvre, etc. Et puis, mais je suis même intimement convaincu dans mon fort intérieur que ce n'est pas un permis de tuer, et que aujourd'hui on a 99,9% des policiers qui sont des fantassins de la République, qui préservent et qui sont tout sauf racistes, parce que on en vient aussi parfois à stigmatiser. Il y a des policiers racistes. Pour l'avoir dit, Christophe Castaner a été débarqué, mais c'est évident. Mais comme partout, tout à l'heure je parlais de ce qu'on a reçu ici, on a reçu aussi des gens qui parfois sont très à droite de l'échiquier politique. Voilà, on les a pas le droit d'être raciste quand tu es policier. Mais on n'a pas le droit. Aujourd'hui, je pense que on a une police qui est à l'image de ce qu'est notre monde moderne. Voilà. En même temps, on a plus de gens bien que de gens pas bien, et que on a besoin de permettre à ces gens bien qui sont Darmanin expliquait que c'était les urgentistes de la société. Et ben voilà, on a besoin aujourd'hui de laisser travailler ces urgentistes en confiance. Voilà, la confiance n'exclut pas la vigilance et le contrôle. Mais voilà, donc je suis pas certain qu'il faut. Augmentant, excusez-moi, voilà. C'est une obsession. On va en passer. Yann Bastien, est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui plus dans un débat dogmatique que pragmatique finalement? Si, très certainement, on est dans la réaction. C'est encore très fait. Le drame est de mardi dernier, il y a une dizaine de jours. On est tout à fait dans la réaction. Un peu trop épidermique, avec des déclarations intempestives sur un spectre très large de nos politiques, et beaucoup trop à notre goût. Donc en effet, il faut raison garder. Philippe Bilger y a dit, maintenant réfléchissons, il y a peut-être... vous avez balayé tous les trois un spectre très large des problématiques que rencontre notre profession. Vous êtes d'accord avec tout ça ? Je suis un peu d'accord avec vous tous les trois. Là, je suis dans le compris. Mais il faut expliquer que vous organisez des tours de table, justement, avec des sociologues, avec des policiers, avec justement sur ces sujets-là, pour vous remettre en question. Oui, qui a été animé l'année dernière par quelqu'un qui est autour de cette table. Ouais. Mais c'est pour ça que je vous en parle, parce que c'est important de le dire. On réfléchit là-dessus. Notre organisation, Unité SGP Police, a réfléchi avec des universitaires. On l'avait entendu il y a quasiment... Non, c'est pas quasiment. Il y a un an jour pour jour. Est-ce que vous avez vu un glissement du point de départ de la loi qui était vraiment antiterroriste en réalité à un glissement presque psychologique qui a donné l'autorisation quasiment à ces policiers Absolument pas. C'est une question. Non, absolument pas. On regarde les chiffres. Là, on va faire de la statistique avec le nombre d'actions de feu depuis l'entrée en vigueur en 2017 de cette loi.
c'est en train de régresser ces dernières années, la dernière année. Donc je pense pas. Les policiers se lèvent pas le matin de toute façon avec cette idée-là mais juste d'avoir en tête et de sans arrêt penser à la légitime défense ou au 435.1 du code de la sécurité intérieure. Non, c'est pas. On pense pas à ça. Mais sur les chiffres, avant de passer la parole à Philippe Bilger, sur les chiffres, quand on entend la France insoumise dire il y a plus de morts qu'avant, mais est-ce qu'il n'y a pas plus de refus d'obtempérer? Est-ce qu'il faut annoncer les vrais chiffres en fait? Je fais pas une liaison entre les morts et les refus d'obtempérer. Le refus d'obtempérer, c'est une cause où c'est juste quand il y a une action de feu, c'est que le policier soit agit en légitime défense, qu'il a senti sa propre intégrité physique mise à mal. C'est peut-être ce qu'on a vu là, parce qu'on oublie de dire que notre collègue se retrouve entre un capot de voiture et un muret. On le voit pas trop sur l'image la plus fréquente, mais lorsqu'on regarde sur une autre vidéo dans un rétroviseur, cette image, elle est très courte, elle a peu circulé, beaucoup moins que la première où on voit l'action de feu, mais on voit l'espace extrêmement contraint et réduit entre l'aile avant gauche et le mur. Pareil, je n'excuse pas mon collègue, l'enquête est en cours, je n'étais pas sur place. Est-ce qu'il ne s'est pas senti en danger? Là, on est purement peut-être dans la légitime défense personnelle. Mais ensuite, il a peut-être pu... On est sur l'autre article, on parle depuis tout à l'heure de cet article de loi de 2017. Oui, en effet, il y avait déjà bien de choses qui s'étaient passées en avant. Le procureur de la République l'a rappelé. Le conducteur avait déjà mis en danger un piéton, un cycliste, on allait jusqu'où? À mettre quelqu'un sous le capot, une femme avec une poussette. Donc là, on est peut-être dans le périple meurtrier. Non, il a tué personne. Non, mais on va pas refaire l'histoire. Mais il n'a tué personne. Sérieusement. Je suis d'accord avec vous. Je suis dans l'explication du texte. Sur le sujet. Je suis pas sur les faits eux-mêmes. Sur cette loi. Mais totalement. Mais sur cette loi. Philippe Bilger l'a bien rappelé, même si l'année dernière, lors du colloque, on a entendu cette petite musique comme quoi cette loi avait été quasiment dictée par les syndicats de police après nos collègues qui avaient été brûlés, pardon. Non, c'est pas vrai, c'est Nice, c'est absolument faux. Non, si vous écoutez bien, on le rappelle, c'est bien sûr, c'est la promenade des Anglais. Bien sûr, mais Cécile, vous étiez présente lors de ce colloque, j'ai entendu des chercheurs, des universitaires, je le lis encore ces derniers jours, c'est Viry-Châtillon. La loi a été dictée à cette époque-là, à Cazeneuve, par les policiers pour Viry-Châtillon. Non, vous le rappelez à juste titre, c'est les 89 victimes sur la promenade des Anglais pour arrêter ce camion. Les solutions, c'est quoi aujourd'hui à apporter sur ce sujet? On parlait de formation, par exemple. Tirer des balles, par exemple. Totalement, la formation est certainement... Attention, la formation au tir et la formation au texte. Oui. Peut-être être plus réactif. Je vous entendais en parler tout à l'heure en aparté. Effectivement, sur une action de feu, je discutais avec mes collègues de la BRI, des BRI de la PJ, qui sont plus enclins à faire action de feu. Ce sont des professionnels de l'intervention. Sur une action de feu, vous perdez 70% à 80% de vos capacités cognitives. Et imaginez l'effet tunnel. Alors là, on reparle de notre collègue, en plus avec un casque motard. Vous voyez, on peut reprendre tout un tas de choses. Bien sûr, plus dans le réflexe, plus dans la formation. 3 fois à minimum, 3 fois 30 cartouches par an. Oui, parce que sérieusement, c'est dérisoire le nombre de cartouches qu'on a tirées. Rappelez aux gens un petit peu. 3 séances de tir minimum. 3 séances de tir de 30 cartouches, 90 cartouches par an. Philippe Bilger. Je voulais vous demander vous avez très bien dit pour le collègue, il a indiqué d'ailleurs dans le Parisien qu'il a eu peur pour le collègue qui était coincé de la même manière. C'est sa version. Ma question, elle porte sur le fait s'il fallait un petit peu changer ce texte, comment, à votre avis, notamment l'alinéa 4, si je me souviens bien, comment serait-il possible d'élaborer un texte qui corresponde à l'infinité des situations que peut affronter un fonctionnaire de police? Est-ce que vous pensez qu'il faut rédiger une disposition simple, à supposer, ou alors complexe, autant que peut l'être la réalité? C'est un défi, ça. Vous me confiez une responsabilité, Philippe Bilger, qui est bien au-delà de mes capacités. Mais parce que vous êtes excellent dans le débat. Je vous remercie. Réécrire ce texte comme bien d'autres, j'en ai un qui me tient en tête, et on pourrait, pas aujourd'hui, mais l'anonymisation des fonctionnaires, on l'a évoqué, le 15.4 du Code de procédure pénale. Une usine à gaz qui vient après l'attentat de Magnanville, vous voyez, pour que des agents de police judiciaire puissent s'anonymiser, ne plus mettre leur nom en haut de chaque procès verbal. L'agent de voie publique comme l'enquêteur. C'est très bien, ça c'est très important, c'est très bien. Oui, c'est une
c'est juste pour revenir, c'est une usine à gaz extrêmement complexe à mettre en œuvre. Vous avez peut-être raison que le 435-1, il a fallu le faire rapidement, il est peut-être trop complexe, il faut certainement le simplifier pour que le policier n'ait pas à se poser la question trop longtemps et qu'il est plus dans la réaction, soit dans la réaction. 0826 300 300, Frédéric qui nous appelle d'Arcachon. Une réaction, Frédéric? Écoutez, moi de toute façon, je suis pour le maintien de cette loi et même, disons, je n'aurais pas dire les renforcer, mais pas loin. Mais je trouve un petit peu vraiment dommage de voir un État comme le nôtre toujours se remettre en question comme ça, toujours. Bon, cette loi, elle a été bien faite. Qu'est-ce que vous voulez, on peut pas non plus se laisser comme ça dans la rue. Donc, moi, je trouve assez navrant de voir, on se remet en cause. On n'a pas à se remettre en cause. On n'a pas non plus à refuser de s'arrêter devant les forces de l'ordre. C'est comme ça. On vous signe d'arrêter, on s'arrête. Il faudrait peut-être qu'un jour, on remette tout ça dans les cerveaux, que les choses sont, parce que on va pas en sortir. On va finir comme ça. On n'a plus qu'à désarmer des policiers comme ça. En fin de compte, comprenez. Je trouve ça assez vraiment navrant. Hein. Quant à LFI, alors LFI, bon, je sais pas. Pour moi, c'est la 5e colonne de la délinquance. Non, vous pouvez pas parler comme ça, c'est pas bien. Restez avec nous, Frédéric. Allez-y. Je peux poser une question. Alors, éclairez ma lanterne. Plein de gens dans la rue, et moi la première, on se dit, mais au fond, pourquoi on n'aurait pas des pistolets électriques? Alors, est-ce que c'est les tasers? Est-ce que c'est efficace? Mes copains en Italie me disent qu'en réalité, c'est des grands risques aussi. Quand vous tirez au pistolet électrique, vous pouvez provoquer des chocs et des morts par réaction. Pourquoi les policiers ne sont pas équipés de pistolets électriques? Nous en sommes. Le pistolet à impulsion électrique, bien sûr que les policiers français, pas tous, il faut être habilité, il faut être formé, parce que vous le dites, il y a une dangerosité. Alors bien sûr pour l'aspect cardiaque, parce que la décharge, elle est là pour annihiler des velléités. Totalement. Mais est-ce que c'est pas moins dangereux finalement que tir à balles réelles? Je ne sais pas. Dans toutes les circonstances, non. C'est une arme dite intermédiaire, non létale, comme peut l'être notre arme de service, le Sig Sauer. Est-ce qu'elle aurait été là? Est-ce qu'il était positionné pour l'acter dans un véhicule? C'est très compliqué. D'accord, mais c'est une question de vraiment que les gens se posent en se disant on évite comme ça des morts en réalité. Mais je pense qu'aujourd'hui, depuis que les services de police en sont dotés, nous avons évité des morts. Sur des actions de police, dans un domicile, oui, ça peut. Yann Bastière, comment faire le distinguo sur une scène telle qu'on a vécue là, entre le cadre légal et l'interprétation de ce qu'on vit à ce moment T, de se dire à quel moment on se sent vraiment en danger? C'est ça le souci aussi. Comment interpréter la situation en une fraction de seconde, de se dire là je suis en danger, et le cadre légal, ou quelqu'un d'autre est en danger? Mais vous posez la problématique très très clairement. C'est l'instantanéité. Vous avez un centième de seconde pour réfléchir à quel moment je suis moi-même en danger, qu'autrui est en danger, que alors c'est peut-être effectivement, comme vous l'avez évoqué, la formation qui est beaucoup plus poussée à la sortie d'armes, au maniement, au texte, de répéter. Je vous ai parlé de certaines unités comme les BRI, comme le RAID, comme la BI, comme voilà, on a tout un tas d'unités qui sont beaucoup plus dans l'exercice permanent. Ce ne sont pas 3 fois 30 cartouches par an. J'espère pour nous que le RAID tire plus de cartouches. Et donc quand ils font feu, ils savent. Vous êtes déjà... 0826 300 300 parce que ça sonne énormément au standard. Gérard est avec nous. Bonsoir Gérard. Oui, bonsoir. Alors moi je suis complètement à l'opposé de l'auditeur précédent. Oui. Justement, alors je crois que c'est Françoise qui a posé la question des tasers. Moi c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Plein de gens en fait, c'est vrai. Voilà, alors depuis quelque temps, c'est quand même on surarme les LBD, les machins, il y a des tanks, il y a des fusils d'assaut dans les manifs, voilà. Alors moi je suis quand même scandalisé, horrifié. Alors je pense que c'est un responsable du syndicat de police qui est avec vous, j'ai cru comprendre. Oui, absolument. Voilà, d'accord. Alors expliquez-moi, parce que vous êtes syndicat, expliquez-moi comment ça se fait que au début de, moi j'appelle ça la boucherie des Gilets jaunes, où il y a eu un carnage pour les manifestants. Bah si, bien sûr, bien sûr. Alors ça a été, voilà. Attendez, François, s'il vous plaît, laissez-le parler. 15 000 caméras piétons ont été mises pour justifier les actes des policiers pour dire qu'ils étaient en danger. 15 000. Elles n'ont pas servi une seule fois parce que ces messieurs les syndicats ont dit mais non, mais c'est pas fiable. Parce que attendez, Gérard, on a très peu de temps, il va vous répondre. Non, mais attendez, juste une autre petite chose. Depuis 2021,
Depuis 2021, on rentre dans la police, on passe le concours de police à 7 sur 20. On est reçu. Les fautes d'orthographe ne sont pas prises en compte. Il y a eu un rapport des formateurs qui ont dit que les policiers premiers mois avec ces personnes qui étaient reçues là, quand ils étaient sur le terrain, donc encadrés, alors je ne sais pas si c'est stagiaire, je ne sais pas comment on appelle ça, quand ils étaient encadrés, étant donné que les 3/4 du temps, ils ne comprenaient même pas ce que les gens leur disaient, ils étaient agressifs. Et ils se braquaient de suite sur les gens. Paul, il nous reste donc 20 secondes. On va donner des armes à des gens qui sont incapables d'écrire comme il faut, et qui sont de moins le danger. Restez avec nous, Paul. Laissez-le répondre, s'il vous plaît. Allez-y. Là, vous partez sur la formation et sur le recrutement. On n'aura pas le temps. On n'aura pas le temps de partir là-dessus. Et puis c'est pas de. Le niveau est quand même alors, de plus en plus bas. Alors, bougez pas. On fait une petite pause. On revient dans un instant. Restez avec nous. 0826 300 300. On fait une toute petite pause. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Cécile de Ménibus. Il nous reste quelques minutes avec Françoise Degois, avec Philippe Bilger, Sébastien Ménard et Yann Bastière, qui est l'unité nationale d'investigation SGP Police Force Ouvrière. Super interlocuteur, Yann Bastière. Bravo. Ils sont très bien chez eux. Et on évoquait forcément cette loi Cazeneuve de 2017 et cet article précis. Et ce que nous disait notre auditeur Paul, il nous parlait du niveau finalement des policiers, il parlait de la formation, il parlait de beaucoup de choses. Est-ce que finalement, c'était Gérard, pardon. Non, c'était Paul, c'était bien Paul. Ouais. On parlait de la formation et l'importance de la formation, parce que finalement, c'est le fil rouge de tout ce qu'on entend. On peut commencer par, effectivement, il y a le recrutement, la formation initiale en école, cette première année, cette année de stagiaire derrière. Mais ensuite, il faut surtout pas oublier la formation continue, qu'on néglige par la force des choses pour l'opérationnalité des services. On entend systématiquement. Là, vous parliez tout à l'heure de l'opérationnalité des services. Mon collègue, 9 jours d'affilée. C'est pas étonnant, hein, excusez-moi de l'entendre. Moi, je travaille des conditions de travail. Ça peut aller bien au-delà. J'ai été jusqu'à 21 jours de travail en ce qui me concerne, sans repos. Donc, on perd largement en lucidité. Ça, c'est sûr et certain. 0826 300 300 avec Paul qui veut réagir. Oui, bonjour les vraies voix, comment allez-vous? Oui, très bien, et vous, Paul? On vous écoute. Ma foi, très bien. Oui, donc manque de formation à la police, c'est évident. Hein. Ils devraient avoir la même formation qu'ont les gendarmes. Les gendarmes sont plus dans le maniement des armes. Et puis bon, chaque individu, vous savez, oui, ça dépend desquels. Mais chaque individu est fait de sa personne, le stress, la fatigue du travail et tout ça, les réactions ne sont pas les mêmes. Je prendrais une doctrine du GIGN qui est formidable. Voilà, c'est que quand on a le pouvoir d'ôter une vie ou pas, on n'est pas juge de toute façon. Et le manque d'entraînement par-dessus tout ça, voilà, on peut arriver à des drames de cet ordre-là. Est-ce qu'on peut poser la question assez crue à notre ami? Est-ce que vraiment le niveau d'entrée, Paul parlait tout à l'heure de 7 sur 20, le minimum pour entrer à l'école, 7 sur 20, est-ce que ça s'est effondré? Est-ce qu'on est vraiment dans une baisse parce que ce métier comme celui de prof n'attire plus, parce que mal payé, conditions épouvantables? Il y a une volonté politique et de toute façon, on est tous d'accord là-dessus, qu'il y ait plus de policiers en France. On est en manque d'effectifs. Donc, les concours sont ouverts et il faut remplir nos écoles pour atteindre l'objectif des 10 000 collègues qu'on a perdus avec les RGPP il y a quelques années. Ça, il faut pas l'oublier. On n'arrive pas à recruter. La Cour des comptes s'est prononcée. On a les budgets, on n'arrive pas à les dépenser parce que les gens partent. Il y a beaucoup de retraites, je fais partie des prochains. On va avoir un gros problème de recrutement. Donc, s'il faut recruter... Quand je suis rentré à une certaine époque, effectivement, on en prenait un sur 200 à 300. Là, beaucoup moins. Donc, effectivement... Est-ce que la police bashing, forcément, vous n'êtes pas à recruter? À force de taper sur la police, plus personne ne veut y arriver. Est-ce qu'à un moment donné, il faut aplatir et dire à tout le monde, on arrête, on essaye de trouver des bons policiers et puis on remet les choses en route? Enfin, c'est peut-être le monde des bisounours, ce que je dis. Mais... Ça va être difficile de dire, on l'a encore entendu ce matin, puisque je crois qu'un responsable politique et député à l'Assemblée nous a dit qu'il fallait désarmer le plus possible la police. Non, mais excusez-moi, la fille n'est pas responsable de la crise des vocations. Non, c'est ce que je... Ça fait partie... Non, mais je tape pas. Je les ai pas cités. Bon, non, mais... Il y avait eu quelqu'un qui avait cette idée absurde. Il n'y a pas que la France insoumise, François. C'est ce que je veux dire. Ce flic bashing, effectivement, a un impact sur nos jeunes populations qui sont là à rentrer dans la vie active, de se dire, est-ce que je rentre comme policier national? Est-ce que je voudrais peut-être pas plutôt dans la police municipale avec... Voilà, il y a vraiment quelque chose à faire. Les salaires minables.
insupportable, Yves, sérieusement. Comment est-ce qu'on peut accepter d'être aussi mal payé en prenant de plus en plus de risques? En plus, honnêtement, le combat pour les salaires, c'est insupportable que vous soyez... je parle pas de vous, mais quand même, il commence à combien, un jeune gardien de la paix? Tiens, allez. Non, vous disiez 1400, non, entre un élève, non, puis notre rémunération progresse doucement. Il n'y a pas que ça, il n'y aura pas que l'indemnitaire, il va y avoir aussi l'image et la considération. Exactement, la considération. Si vous faites cracher dessus à longueur de journée. Ouais, mais les Français aiment leur police, hein, sérieusement. Il faut qu'ils le disent. Voilà, très bien. Qu'ils le disent et qu'ils le montrent. Merci en tout cas, merci beaucoup. Merci. Je sais que ça mériterait d'en parler un peu plus longtemps. Merci Yann Bastière, Unité Nationale Investigation, SGP Police, Force Ouvrière. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir appelés. Je sais que ce débat est important. Philippe Bilger, merci Françoise Degois. Merci beaucoup Sébastien Ménard. On se retrouve dans un instant. On va parler automobile et on va vous expliquer qu'est-ce qui se vend le mieux finalement sur le Bon Coin. Et vous allez voir que le Bon Coin, c'est peut-être la centrale qui vend le plus de voitures d'occasion. On en parle dans un instant. À tout de suite.